Vous êtes toujours dans The Good Pods 37, nouvelle formule, coupée en plusieurs épisodes, j'espère que ça vous plaît. Quoi qu'il en soit, si vous êtes venu essentiellement écouter cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, vous êtes dans la partie comparaison sans spoil. Sans spoil, je ne vais pas spoiler, c'est très important. L'enjeu ici, c'est de parler un peu plus de style et, on va dire, grosso modo, ce qui va vraiment vous créer une différence si demain vous regardez le Snyder Cut après avoir eu le Joss Whedon ou inversement. On va dire que la première grande différence, j'en ai déjà parlé un peu dans la partie précédente, mais je résume, c'est des niveaux de photographie différents, beaucoup plus baroque, vraisemblable chez Snyder, beaucoup plus métaphorique, comic book, bubblegum chez Joss Whedon, un rythme de film qui est pourtant cousin. C'est là où je voulais en venir aussi. Joss Whedon a vraiment essayé de garder un peu le style de, on va dire, de Zack Snyder dans le montage de Justice League, essayant vraiment de rendre hommage, notamment dans une introduction particulièrement réussie où on a la musique Everybody Knows, où grosso modo le film traite de manière très belle de l'absence de Superman, et c'est clairement un hommage dans cette introduction que Joss Whedon a fait avec Zack Snyder. C'est tellement réussi que j'ai longtemps pensé que c'était l'introduction de Zack Snyder, que c'était bien Zack Snyder qui voulait introduire le film comme ça. Tout simplement parce que si vous avez vu d'autres films de Zack Snyder, ou si vous ne les avez pas vus, je vais vous résumer. Batman vs Superman commence par une séquence où on voit la mort des parents de Bruce Wayne, avec une grande musique et une voix diaphane sur le thème musical de Batman, de l'univers Justice League, qui sera un thème résolument dramatique et triste. Le début de Watchmen, probablement son générique le meilleur, résume l'histoire des États-Unis dans une uchronie, donc une histoire fausse, un passé faux, où les super-héros sont présents, je vous passe les détails, et on voit l'histoire des États-Unis à travers la chanson de Bob Dylan, The Time They Are Changing. C'est un générique exceptionnel, il est sur YouTube, regardez-le, c'est incroyable. Ça joue sur ce que j'appelais avant, dans la partie précédente, ces fameux tableaux, grâce à des ralentis extrêmement forts, qui sont vraiment composés comme des peintures. Et je vous conseille de voir ça, c'est exceptionnel, c'est absolument génial, c'est une des meilleures introductions de film que j'ai jamais vues. Quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment le style de Whedon, de Snyder, de commencer par des grands ralentis avec de la musique. Et donc Joss Whedon lui a fait plus qu'un hommage, il a imité son style quasi parfaitement. Je vous renvoie à ma critique de Justice League de Joss Whedon où j'explique grosso modo qu'il se plante parce qu'il n'arrive pas... Il y a quelques images qui sont très fortes, le drapeau avec le drapeau noir avec le signe de Superman, foreshadowing du costume noir de Superman que Joss Whedon n'a pas assumé, donc c'était un peu raté, mais dans l'idée c'était très intéressant. Le fait que ce soit, je crois que c'est sur le Golden Gate ou carrément à Londres aussi, il y a un grand drapeau... où grosso modo le monde pleure Superman, et avec la musique Everybody Knows, c'est très très beau, très désenchanté, c'est vraiment un excellent début. Malheureusement, on a ensuite une scène de gens qui agressent une supérette, grosso modo sous-entendant que le racisme remonte parce que Superman n'est plus là. Ouais, bon d'accord, mais c'est pas très bien mis en scène, c'est pas très clair ce que cette séquence faisait là. Et à la fin du générique, on avait en plus un plan sur un SDF, un mec qui mendie dans la rue, et il y a un petit panneau devant lui où il y a marqué « I tried ». Très beau message dans le fond, parce que ça sous-entend que voilà, l'exclusion sociale, c'est pas juste des gens qui se sont exclus d'eux-mêmes. Hein. Tous les gens qui vont vivre dans la rue, je suis désolé de vous l'apprendre, 9 personnes sur 10 qui finissent dans la rue, ils n'ont pas envie d'y aller. Oui, il y a peut-être un peu moins de 10% qui veulent vivre dans la rue, qui choisissent, je mets de gros guillemets, d'aller vivre dans la rue, mais la majorité non, ils y finissent. Et comme le dit très bien ce panneau, ils ont essayé. They tried, I tried. Et c'est aussi indirectement un message de Joss Whedon qui disait aux spectateurs et aux fans, c'est « j'ai essayé de faire le meilleur film possible, la meilleure suite possible au travail de Zack Snyder, tout en le respectant. » Mais je vais tout de suite aborder la partie fâcheuse, c'est qu'une fois qu'on compare maintenant les deux montages, clairement Joss Whedon a quand même tenté quelque chose de très très différent. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là. Alors, sans spoiler, vous allez voir qu'il y a vraiment une différence de dynamique. Chez Joss Whedon, je suis obligé de vous parler de Whedon pour que vous compreniez un petit peu vers le Snyder Cut. Chez Joss Whedon, la création de l'équipe est plus conflictuelle. Il s'agit vraiment pour les personnages d'interagir les uns avec les autres. On voit notamment des dynamiques différentes. Batman arrive à faire venir grosso modo Flash tout de suite parce que Flash se sent seul et qu'il a besoin d'être avec des copains, je caricature. Il se sent beaucoup seul, donc les super-héros viennent lui demander de participer, il vient. Cyborg ne veut pas du tout parce qu'il est en plein traumatisme de ce qui lui est arrivé et de ce qu'il est, du monstre qu'il est devenu. Il en veut à son père et tout.
Donc il y a vraiment cet antagonisme entre guillemets avec et Wonder Woman qui essaie de lui dire que elle aussi à un moment donné elle a exclu le monde, mais que elle a compris qu'elle avait besoin d'y revenir alors qu'elle souffrait d'amour, et ça peut pas forcément parler à Cyborg, donc ça marche pas tout de suite, mais finalement il va venir. Et le personnage de Aquaman est un peu un lone à côté qui a ses propres intérêts et qui finalement finit par faire partie de l'équipe, tout en faisant croire à tout le monde qu'il en a rien à branler, jusqu'au moment où il révèle qu'en fait si il a de la sensibilité, mais il n'arrivait juste pas à le dire parce qu'il est un peu bourru comme ça. Donc il y a vraiment cette dynamique là, et le cœur du film c'est une dispute clairement entre les différents membres de l'équipe sur le fait de faire revenir sur Superman ou pas. Je spoil à peine, puisqu'on sait très bien, vu le début des 2 films, que Superman va revenir. Alors de quelle manière, je ne veux pas spoiler si vous n'avez pas vu les films, mais grosso modo, il y a un débat au cœur de la Justice League naissante sur le fait de faire revenir Superman ou pas. Grosso modo, il y a 2 camps. Il y a Wonder Woman et Aquaman qui sont plus ou moins contre. Batman qui est sûr qu'il faut le faire. Flash qui ne sait pas trop où se mettre. Et Cyborg qui, grosso modo, peut le faire et donc va décider d'aider Batman à le faire. Donc on a vraiment cette dynamique là, et il y a clairement le cœur du film, le centre du Justice League de Joss Whedon, c'est cette dispute, cette confrontation entre les membres de l'équipe à faire revenir Superman ou pas, le reste du film étant une conséquence grosso modo de ça, l'équipe finalement finissant par faire équipe à la fin du récit. Donc on a vraiment une dynamique, j'ai envie de dire, Avengers-ienne. Il y a clairement chez Joss Whedon un désir de reproduire ce qu'il avait fait dans Avengers 1, des gens qui se réunissent un peu contre leur volonté, qui sont un peu obligés de travailler ensemble mais qui n'en ont pas envie, qui finissent par se prendre la tête au point de faire des grosses bêtises, de se tromper, et de finalement s'unir pour grosso modo faire les choses mieux et de dépasser les attentes qu'ils avaient les uns et des autres et de créer la première véritable confiance entre eux. C'est moins fort dans Justice League parce que au-delà de leur dispute, le film allait finalement pas si loin que ça avec ces disputes, alors que l'idée était intéressante et donnait lieu, je pense, à de belles scènes. Et je vais être clair et net, Zack Snyder, mais alors, je suis impressionné que Joss Whedon ait retourné autant de scènes et vraiment changé le discours à ce point-là, parce que quand on voit maintenant le montage et ce qui avait été tourné à l'époque par Zack Snyder, c'était absolument pas présent. Dans le Snyder Cut, la Justice League, elle fait corps très 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 tôt, et il y a finalement très très peu d'opposition entre eux, c'est très très mou. À peine Aquaman a des réserves, mais grosso modo, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut faire revenir Superman, et le ton du film et la nature du film, la manière dont le film avance est complètement différente. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Donc le Snyder Cut va avancer à la manière typique d'un film de Zack Snyder, mais du coup à l'extrême. C'est-à-dire que bon, c'est bien, parce que vous me connaissez, je préfère la singularité. Le Snyder Cut est clairement un film de Zack Snyder. Le film va avancer sur une intrigue infime, qui est cette menace, grosso modo, du personnage de Steppenwolf, et derrière lui de Darkseid. Darkseid étant présent, clairement, beaucoup plus présent dans le Snyder Cut, avec des présences à l'image, carrément, là où chez Joss Whedon, il était nommé une fois, et ça s'arrêtait là. Et on pouvait complètement ne pas savoir qui c'était, rester complètement dans une sorte de hype souterraine. Ce qui fait que, là où le film de Joss Whedon fonctionnait sur le méchant Steppenwolf, qui était donc clairement un méchant, avec un visage, avec des expressions, avec un discours, grosso modo, sur ce qu'il était venu faire sur cette planète, et ainsi de suite, le film de Zack Snyder est beaucoup plus ancré sur la menace indirecte de Darkseid. Et je vais spoiler tout de suite, non je spoil pas, mais je trouve pas que cette menace soit spécialement impressionnante, honnêtement, on a vu mieux, notamment la comparaison avec Thanos fait mal, Thanos étant une menace beaucoup plus intéressante et beaucoup plus radicale à partir du moment où il arrive en scène dans le MCU et notamment dans l'excellent Infinity War. Là où je trouve que c'est le premier point un peu décevant, c'est que en voulant baser tout le film sur la menace de Darkseid, Zack Snyder, je trouve, ne s'est pas posé la question de comment le rendre menaçant, au-delà du fait de le rendre sombre et méchant. Grosso modo, il apparaît en disant des trucs radicaux du genre... Tu vas m'attraper ce truc, sinon je te pète ta gueule. Je caricature, il dit pas grand chose. Hein. Gros, il dit même pas ça, il est juste menaçant, voilà, visuellement. Il est joli, voilà, si on veut. Et on comprend que c'est un mec complètement radical, d'accord. On le voit à un moment donné faire quelques trucs, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Et notamment dans la partie comparaison, dans la partie spoiler, qui va être quand même assez longue. Mais grosso merdo, il a finalement une présence, je trouve, assez indirecte. Heureusement
Le Zack Snyder avait choisi de faire de Steppenwolf une sorte de monstre de guerre, beaucoup plus un concept très différent, là où Steppenwolf chez Joss Whedon était un méchant, donc avait un visage et un style visuel beaucoup plus, on va dire, chevaleresque, avec une armure. Là, il s'agit clairement d'une sorte d'extraterrestre avec une armure à pointe, ce qui le rend beaucoup plus violent visuellement. Et ce qui est extrêmement aidé par un ajout qui est quand même, je pense pas que Joss Whedon aurait été contre, bah c'est le R-rated, le fait de pouvoir découper des Amazones en saucissons et d'envoyer du sang partout, c'est quand même bien pratique. Parce que oui, le montage de Joss Whedon a différents défauts, mais il n'a pas eu les coups des franges comme Zack Snyder de pouvoir inclure clairement un montage, de faire un montage R-rated adulte, donc un montage entre guillemets série télé, c'est-à-dire vraiment mettre de la violence dans ce contexte, et ça fonctionne très très bien. On comprend tout à fait grâce à cette violence, qui a vraiment sa place pour moi dans le Snyder Cut, que le personnage de Steppenwolf et toute l'équipe de Darkseid, c'est des gros tarés et qui sont là pour tout détruire et tout tuer. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est pas exagéré, il n'y a pas du gore pour du gore, c'est juste, on le sait, c'est grave la situation. Et du coup, ça donne lieu à des séquences qui sont exactement les mêmes chez Joss Whedon et chez Snyder, mais chez Snyder, il y a un niveau plus haut d'intensité, tout simplement parce que la violence est là. Elle n'est pas juste sous-entendue, elle n'est pas hors champ, elle est à l'écran, avec quelques passages gore par-ci par-là. Tout ça pour dire, le film du coup avance un peu en autopilote, la menace de Darkseid étant moyenne, heureusement Steppenwolf va y mettre un petit peu de force, mais il faut être honnête, si on n'est pas fan du style de Snyder, ce côté très grandiloquent, très sérieux, très premier degré, si l'univers de la Justice League vous êtes un peu étranger, ou vous y adhérez pas spécialement, ou pire, que vous aimez pas le style de Snyder, ce film va être imbouffable pour vous, parce que c'est du Snyder pur jus 100%. Un grand coup dans ton cul. Du coup, je vais pas faire très long dans cette comparaison, mais là où Joss Whedon a essayé de donner de l'intensité dans le scénario, mais n'y est pas arrivé, parce qu'à mon avis, il devait plus refilmer, et notamment, je pense que la conclusion que Whedon a mis était particulièrement déplacée. Je vous avais expliqué dans ma critique, à un moment donné, il remet carrément l'ancien thème de Superman, avec le retour de Superman, et c'est particulièrement raté. Là où chez Zack Snyder, c'est beaucoup plus logique, il revient avec un certain ton, une certaine noirceur, et le moment où il revient, grosso modo, il sort une réplique, genre c'est quoi, j'ai vu pire, vous verrez quand vous découvrirez la séquence quand il arrive, bah ça marche beaucoup mieux, de facto, ça marche beaucoup mieux. Après, c'est essentiellement des nuances dans les scènes d'action qui font des différences. Il y a un moment donné où grosso modo, Superman et Flash se battent, grosso modo, je caricature à la vitesse de la lumière, pas vraiment, mais grosso modo. Chez Whedon, c'était joué par des ralentis. Chez Zack Snyder, on rajoute carrément le fait qu'ils se déplacent sur plusieurs mètres, l'un derrière l'autre. Enfin voilà, donc c'est des nuances, mais je pense que la balance du spectaculaire penche chez Joss Whedon dans son côté lisible, dans son côté en même temps beaucoup plus baroque, dans son sérieux. Ce qui fait que du coup, je pense qu'on arrive plus à être impliqué dans les scènes d'action. Mais encore une fois, si on a du mal... Si on a de l'urticaire avec le style très grandiloquent de Zack Snyder, ça risque d'être assez imbouffable. Le film dure quand même 4 heures. Et je vais être honnête avec vous, je veux bien qu'on compare le Justice League de Joss Whedon et celui de Zack Snyder, en disant ouais, Joss Whedon il avait fait du travail de merde, blablabla, il s'est pas entendu avec les acteurs, en plus c'était un connard, blablabla. Ok, en attendant, Joss Whedon il a eu ni le R-rated, ni les 70 millions de plus, ni le temps pour faire la post-production, ni le contexte d'un film de 4 heures pour raconter son histoire. Il a dû enlever des trucs. De toute façon, le film devait faire 2 heures. Et il n'a pas eu le choix. Il a signé là-dessus, vous allez me dire. Mais j'insiste, c'est des projets d'une nature absolument différente. Acceptons les